J'ai suivi, comme toutes les Congolaises et tous les Congolais, avec beaucoup d'attention, les péripéties de l'accord dit de paix, signé le 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis, sous l'égide du président américain Donald Trump, entre les républiques démocratiques du Congo et du Rwanda, dirigées respectivement par Félix Tshisekedi Tshilombo et par Kagame Paul. Ayant par la suite pris la peine d'éplucher le texte de l'accord que les États-Unis d'Amérique ont fait signer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, j'ai maintenant le recul analytique nécessaire pour démontrer, c'est l'objectif de cette émission, et c'est la thèse que je défends, que cet accord ne peut pas marcher. Je dis bien que je vais démontrer que l'accord que les États-Unis ont fait signer au Rwanda et à la République démocratique du Congo ne peut pas marcher. Et les raisons pour lesquelles cet accord ne peut pas marcher sont à l'intérieur de cet accord. C'est ce qui est intéressant ici. C'est en analysant l'accord, selon la méthode de la lecture entre les lignes et de la lecture dans les lignes. C'est-à-dire, la lecture de la lettre et la lecture de l'esprit de l'accord va nous révéler des contradictions, des failles, des insinuations qui en elles-mêmes constituent les germes de son échec. C'est un accord mort-né. Parce que ce qu'il est supposé combattre est entièrement reconduit à l'intérieur de son texte. Quelle est la méthode que nous allons adopter pour décortiquer cet accord? Je vais commencer par vous en donner une lecture intégrale, une lecture fidèle, tel que l'accord est présenté sur le site du gouvernement des États-Unis d'Amérique, pour que chacun ait entendu au moins la totalité formelle du texte de l'accord, au moins une fois dans sa vie. Et puis de deux, je vais revenir sur le texte de l'accord pour souligner les points de ce texte qui prouvent qu'il ne va pas marcher. Vous avez compris? La méthode aujourd'hui, c'est deux choses. Nous lisons d'abord, nous entendons, nous écoutons, et puis nous analysons, nous critiquons, nous déconstruisons. Ce qui nous permettra alors d'aboutir à la conclusion de cette émission. Et dans la conclusion de cette émission, je me permettrai de rappeler, sur la base de mes modestes analyses, les perspectives de libération véritable du peuple congolais. Ces perspectives ne se trouvent pas dans l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les perspectives de libération effective de la République démocratique du Congo et de l'Afrique se trouvent hors de cet accord et en dehors de Washington. Ça, ce sera la conclusion. Si vous êtes d'accord avec ce programme, alors aidez-nous. Partagez massivement cette émission pendant que nous nous préparons à passer à la première partie. Et écoutez encore le grand Johnny Allais. Première partie de cette émission, lecture du texte de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Je lis ici la version qui est publiée sur le site du département d'État américain, eh bien, basée à Washington. Version française. Préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le gouvernement de la République du Rwanda, ci-après dénommés les partis, réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par les partis le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et du règlement pacifique des différends. Reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée, plutôt qu'une solution militaire, aux différends des partis. Reconnaissant les termes de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existant lors de l'accession à l'indépendance, et ses autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains,
la Charte des Nations Unies et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025 et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prenant note du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives par le Rwanda CONOPS, du 31 octobre 2024 découlant du processus de Luanda et du communiqué du deuxième sommet conjoint CAE-SADC des chefs d'État et de gouvernement du 24 mars 2025, ce qui a été adopté lors de la 6e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda le 25 novembre 2024. Conscient des négociations en cours entre la RDC et la FCM23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien, résolu à empêcher une reprise des hostilités qui pourraient nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique intégré dans toute la région et à rétablir les relations bilatérales normales entre les parties, déterminé à promouvoir le plein respect des droits de la personne et du droit international humanitaire, accepte par la présente d'être lié par les dispositions suivantes. 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion de relations pacifiques. 1. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Deuxièmement, le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Neutralisation des FDLR. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 tel que prévu dans le présent accord. Troisième point, règlement pacifique des différends. Les parties conviennent que les différends sont réglés par des processus établis par le présent accord et d'autres accords pertinents plutôt que par des hostilités. Quatrième point, l'interdiction des actes hostiles. Les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Cinquièmement, interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés. Les parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre ou à partir de leur territoire respectif et ne fournissent aucun soutien de telles activités à l'étranger. À cette fin, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leur territoire respectif. Sixième point, portée territoriale. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quel que soit le lieu où se trouvent les forces armées impliquées. Septième point, responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques. Les parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établies dans le présent accord. Huitième point, protection des civils et du personnel humanitaire. Les parties facilitent la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Les parties doivent respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Deuxième grande partie de l'accord, le désengagement et intégration des groupes armés non étatiques. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les parties soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFCM23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. Premier élément, fin du
soutien étatique aux groupes armés. Les partis cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Deuxièmement, désengagement. D'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces, et comme le disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus et par le processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation DDRCS, ainsi que le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité conformément à la section 3 du présent accord. Troisième élément, intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la police nationale congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée, conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violation grave du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Troisième grand chapitre de l'accord, mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les partis travaillent ensemble avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Les partis établissent et conviennent de lancer dans un délai de 30 jours, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Le mécanisme conjoint de sécurité crée des procédures opérationnelles communes et des mécanismes d'établissement de rapports pour assurer la transparence et l'ampleur et de la portée des opérations. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par les principes suivants et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe. La fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR, aux groupes armés associés et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger à ces derniers. Deuxièmement, un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives par le Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 découlant du processus de Luanda. Troisièmement, un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité déjà couronnés de succès, dans le cadre desquels les opérations sont ciblées, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique. Quatrièmement, la protection des civils et le respect du droit humanitaire. La quatrième grande partie de l'accord nous parle des réfugiés déplacés internes et considérations humanitaires. Les parties avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale. 1. Retour des réfugiés. Facilite le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés en coordination avec les autorités territoriales et ou coutumières des États respectifs dans leur pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali le 17 février 2010 entre la RDC, le Rwanda et le HCR, reconnaissant la contribution positive de ce mécanisme. Déplacés internes reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine en coordination avec les autorités territoriales et coutumières de l'État congolais. Troisièmement, aide humanitaire, crée des conditions propices à l'acheminement des secours d'urgence et garantissent aux organismes humanitaires un accès libre, sûr, sans entrave inconditionnelle aux populations vulnérables. Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités locales de la RDC en sont responsables sous la supervision du gouvernement central de la RDC. Cinquième partie de l'accord, MONUSCO et autres soutiens multilatéral. Les parties appuient et encouragent les efforts déployés par les forces et mécanismes multilatéraux de maintien de paix et de la paix d'interposition et de vérification. Premièrement, les partis facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé dans l'Est de la RDC.
Les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les partis reconnaissent que la MONUSCO, telle que mandatée par la résolution 2765-2024 du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la sécurité locale. Sixième partie, et c'est l'avant-dernière partie, en termes de contenu et de taille. Sixième partie, c'est très important. Cadre d'intégration économique régionale. J'ai eu mal quand je lisais la sixième partie de cet accord. Écoutez, cadre d'intégration économique régionale. Les parties conviennent de lancer dans les 3 mois suivants l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes, qui sera défini dans un accord distinct, intitulé Cadre d'intégration économique régionale, et s'appuie sur les efforts existants tels que la ZLECAF, la CIRGL, le CO et la CAE. Les parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux 2 parties, en particulier pour la population de la région, à partir des ressources naturelles de la région, grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement. Oh Seigneur, oh Tshisekedi mon Dieu. Premièrement, intégration bilatérale. Dans le cadre, les parties lancent et ou élargissent la coopération sur les priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, le dérisquage des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et les chaînes de valeur minière transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les 2 pays, en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et les investisseurs des États-Unis. Ouais. Intégration régionale. En outre, avec les partenaires clés, les parties s'engagent à explorer des options pour lier le cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre de projets d'infrastructure. Surveillance économique. Les parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais. Les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale. 7e partie. Mise en œuvre et règlement. Mise en œuvre et règlement des différends. Règlement des différends. Tout différent découlant de la mise en œuvre. Tout différent découlant de la mise en œuvre du présent accord est résolu à l'amiable entre les parties avec la facilitation du comité de surveillance conjointe. À la demande de l'une ou l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, elles renvoient la question au comité de surveillance conjointe pour facilitation. Deuxièmement, comité de surveillance conjointe. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties créent par la présente un comité de surveillance conjointe conformément aux conditions suivantes. Les parties sont membres du comité de surveillance conjointe et invitent dans un délai de 3 jours les gouvernements et organisations internationales suivants à siéger au comité de surveillance conjointe. Facilitateur de l'Union africaine. 1. Qatar. 2. États-Unis. 3. Petit b. Le comité de surveillance a pour mandat de recevoir les plaintes des parties concernant les violations du présent accord et de résoudre les différends découlant des violations du présent accord, de prendre des mesures le cas échéant pour remédier aux violations, de surveiller et examiner les accusations de violation et résoudre les différends. Le comité peut nommer un autre représentant pour établir un mécanisme ad hoc approprié pour aider au règlement de tout différend lié au présent accord. Le comité s'efforce de prendre des décisions et de résoudre les différends par consensus. Le comité s'efforce d'établir son mandat lors de la première réunion. La première réunion du comité conjoint a lieu dès que possible et au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Les parties envisagent d'organiser la première réunion du comité à Washington. Troisièmement, précision, le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. Je lis encore. Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. C'est-à-dire, en dehors du Rwanda et de la République démocratique du Congo, l'accord ne crée aucune obligation au Qatar, aucune obligation aux États-Unis, aucune obligation à n'importe quel autre pays, en dehors du Rwanda et de la RD Congo. Les autres n'ont aucune obligation. On continue. Il nous reste 2 petits paragraphes. Disposition finale.
Le présent accord reste en vigueur indéfiniment, sauf accord contraire entre les parties. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre partie. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties. L'annexe est réputée partie intégrante du présent accord. 9e et dernière partie entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord signé à Washington le 27 juin 2025 en double exemplaire en langue française et anglaise pour le gouvernement de la République du Congo et pour le gouvernement de la République du Rwanda attesté par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Je m'arrête là pour la lecture générale du texte de l'accord. J'espère que vous avez au moins tous pour la première fois entendu la totalité du texte de l'accord. Nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie, l'analyse. L'analyse. Congolaises, Congolais, deuxième partie de cette émission, nous allons maintenant décortiquer les raisons pour lesquelles cet accord ne peut pas marcher. Suivez-moi pas à pas. D'abord, l'accord est signé sous les égides des États-Unis. Quand un État prend la responsabilité de proposer la paix à deux autres États, il faut que l'État qui propose la paix aux deux autres États lui-même respecte les normes de la paix. Première raison pour laquelle cet accord ne peut pas marcher, c'est que les États-Unis qui ont présidé à cet accord ne respectent pas eux-mêmes les principes qu'ils demandent que la République démocratique du Congo et le Rwanda respectent. Tu ne peux pas démontrer à ton enfant qu'il n'a pas le droit de fumer une cigarette en tenant toi-même un gros cigare dans la bouche. C'est vrai ou c'est faux? Imaginez un papa qui veut expliquer à son fils pourquoi c'est dangereux de fumer et qui tient dans sa main un gros cigare de Havane. Il le fume et il dit à son fils, bon, j'ai appris que tu as acheté un paquet de cigarettes là en ville, il ne faut pas fumer. Et il fait une grosse bouffée de son Havane. C'est exactement l'attitude des États-Unis. Parce que dans le préambule, voici les principes en vertu desquels les États-Unis d'Amérique réunissent la République démocratique du Congo et le Rwanda. Premier principe, le principe de la souveraineté. Selon ce principe, chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. Est-ce que la politique internationale des États-Unis respecte ce principe? Non, ça dit que quand on veut commencer, quand on veut vraiment faire la paix, on ne peut pas faire la paix en s'inspirant de ceux-là même qui précisément n'ont jamais voulu la paix. Les États-Unis sont la plus grande puissance de l'OTAN. Et les États-Unis ont mené, depuis 1945 au moins, une succession de guerres illégales qui sont excellemment documentées dans ce livre par Daniel Ganser. Les guerres illégales de l'OTAN. Une chronique de Cuba à la Syrie. Je voudrais juste vous rappeler ces guerres illégales menées par les États-Unis. Et vous demandez, qui peut croire qu'une puissance qui mène des guerres illégales comme celle-là va faire respecter le principe de souveraineté à d'autres puissances? Dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que vaut ce que tu dis. On n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Voici la liste des violations de la souveraineté des pays, dont l'OTAN, à la tête de laquelle les États-Unis se sont rendus coupables. Je vais vous citer la liste des guerres illégales de l'OTAN, analysée par le géopolitologue suisse Daniel Ganser. D'accord? La guerre illégale contre l'Iran en 1953. Est-ce que le principe de souveraineté de l'Iran a été respecté quand les États-Unis ont attaqué l'Iran en 1953? La guerre illégale contre le Guatemala en 1954. Est-ce que ça, c'est le respect du principe de souveraineté du Guatemala? La guerre illégale contre l'Égypte en 1956, contre Nasser. Ça, c'est le respect du principe de souveraineté de l'Égypte? La guerre illégale contre Cuba en 1961, c'est le respect du principe de souveraineté de Cuba? Parce que si on veut enseigner le respect du principe de souveraineté
au Congo et au Rwanda, il faut le respecter soi-même. On continue. La guerre illégale contre le Vietnam en 1964. Cette guerre menée par les États-Unis contre le Vietnam, était-elle une guerre respectueuse du principe de souveraineté? Y a-t-il eu un procès, des condamnations et des réparations pour toutes ces guerres illégales? On continue. La guerre illégale contre le Nicaragua en 1981, était-ce une guerre respectant la souveraineté nicaraguayenne? La guerre illégale contre la Serbie en 1999, tout ça avec des bombardements et des centaines de milliers de morts. Était-ce là le respect du principe de souveraineté? La guerre illégale contre l'Afghanistan en 2001, c'était le respect du principe de souveraineté qu'on veut enseigner à la République démocratique du Congo et au Rwanda? La guerre illégale contre l'Irak en 2003, avec les soi-disant preuves d'armes de destruction massive qui se sont avérées des gros mensonges. C'était ça. La guerre illégale contre la Libye en 2011, qui a provoqué la déstabilisation de tout le Sahel, jusqu'au niveau de l'Afrique centrale. Jusqu'aujourd'hui. C'était une intervention respectueuse du principe de souveraineté qu'on veut enseigner à la RDC et qu'on veut enseigner au Rwanda. La guerre illégale contre l'Ukraine en 2014, parce que les gens ne savent pas que ça a commencé en 2014. C'est toujours la souveraineté, ça. La guerre illégale contre le Yémen depuis 2015. C'est le principe de souveraineté, là, qui est respecté. La guerre illégale contre la Syrie depuis 2011. La Syrie à la tête de laquelle on a installé un chef terroriste, Ahmed al-Shara. C'est ça, le respect du principe de souveraineté. Alors, au regard de toutes ces guerres illégales, méprisant le principe de souveraineté, qui peut sérieusement croire que les États-Unis d'Amérique vont faire respecter le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale, l'unité nationale et le règlement pacifique des différends, la reconnaissance des actes de l'ONU, de l'Union africaine, de la SADC, et puis le principe de négociation entre la RDC, AFC et M23. Qui peut croire que les États-Unis soient une puissance pacifique, une puissance de paix dans le monde? Seule une personne de mauvaise foi ou une personne qui est prisonnière de l'ignorance peut le croire. Donc, la première raison pour laquelle cet accord de paix ne peut pas marcher, c'est que les États-Unis qui ont présidé à cet accord ne sont pas une puissance de paix. C'est une puissance impérialiste, c'est une puissance de guerre, c'est même la principale puissance à l'origine du désordre et du chaos dans le monde. Avec la coalition militaro-politique occidentale de l'OTAN. Félix Tshisekedi, en prétendant aller chercher la paix aux États-Unis, est allé chercher précisément une subordination à la plus grande puissance fauteuse de guerre dans le monde. Certains n'ont pas vu le titre, je vous remonte. L'auteur s'appelle Daniele Ganser. Daniele Ganser, c'est un Suisse. Il a écrit « Les guerres illégales de l'OTAN ». Vous pouvez commander ce livre sur Amazon, il vous sera livré partout dans le monde à votre adresse. Tout est documenté dedans. Je rappelle que vous êtes ici au laboratoire du docteur des preuves. L'homme qui parle de ce qu'il sait. Et qui, quand il ne sait pas, se tait. Car savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait. Et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Bon. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle cet accord va échouer, c'est que cet accord n'a pas analysé l'origine de la guerre qui est livrée contre la République démocratique du Congo. Cet accord n'a pas indiqué les responsables de la guerre qui est livrée contre la République démocratique du Congo. On ne peut pas résoudre un mal si on n'en a pas identifié la cause. La grande question est la suivante. Qui arme, qui soutient depuis plusieurs années le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Yoweri Museveni pour que ceux-ci, à travers des milices et à travers leurs armées nationales, entrent en République démocratique du Congo pour piller les ressources naturelles, les ressources minières et déloger les populations autochtones congolaises en les remplaçant par des populations allogènes rwando-ougandaises. Qui a soutenu la déstabilisation de la République démocratique du Congo à travers le Rwanda et l'Ouganda depuis maintenant 30 ans afin de mettre la main
sur les minerais précieux de la République démocratique du Congo? La réponse aussi est évidente. Le Rwanda et l'Ouganda ont constamment bénéficié du soutien de 4 entités. Première entité, l'Alliance anglo-américaine. Deuxième entité, l'Alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN. Troisième entité, les États vassaux de l'Alliance anglo-américaine et les États vassaux de l'OTAN dans la sous-région d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. Quatrième entité, l'Union européenne, qui a signé un accord d'exploitation des minerais du Congo, non pas avec la République démocratique du Congo, mais avec la République du Rwanda, avec Paul Kagame, afin de le fournir en armes, pendant que lui va fournir les multinationales occidentales en minerais congolais gratuits. Enfin, il y a une cinquième entité qui est complice de ce qui arrive à la République démocratique du Congo. Ce sont les dirigeants politiques congolais corrompus. Et les principaux dirigeants politiques congolais corrompus sont Félix Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, et tous les autres opposants connectés à l'une ou l'autre des nébuleuses. Donc, vous avez entendu les 5 entités qui sont coupables, qui sont responsables et co-responsables de la guerre au Congo. L'Alliance anglo-américaine, qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda, l'OTAN, l'Alliance militaro-politique occidentale. Écrivez, hein? Écrivez ça. Troisième entité impliquée dans cette affaire, l'Union européenne. L'Union européenne. Quatrième entité impliquée tout naturellement dans cette affaire, eh bien sûr, tout naturellement les élites rwando-ougandaises, l'élite rwando-ougandaise. Cinquième entité, les élites politiques congolaises corrompues. Et je vous dis, Félix Tshisekedi est autant mouillé dans cette lâcheté envers le peuple du Congo que Joseph Kabila et tous ceux qui les suivent. Pour ce qui est de l'OTAN, ce n'est pas compliqué. Le principe de l'OTAN, c'est l'ordre par le chaos. Et à partir de 1939, une lettre d'Einstein à Roosevelt révèle qu'il ne faudra jamais laisser le Congo en paix. Parce que si on laisse le Congo en paix, les minerais stratégiques du Congo risquent d'en faire une puissance qui va échapper au contrôle de l'impérium américain et occidental. Ne jamais laisser le Congo en paix. Pour le piller, c'est un principe permanent de la politique anglo-américaine. Et c'est dans le cadre de cette politique qu'ont été assassinés Patrice Emery Lumumba, dans les années donc 60, et Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ainsi qu'ont été éliminés tous les héros de la lutte d'indépendance du Congo. Je pense notamment par exemple à Pierre Moulele. C'est une ligne directrice de l'offensive de l'Occident contre l'Afrique. L'offensive de l'impérialisme occidental contre l'Afrique, elle est constante contre la République du Congo. Pour l'OTAN, il n'y a pas de débat. Pour la puissance anglo-américaine, il n'y a pas de débat non plus. Les services anglo-américains sont étroitement associés à l'élimination de tous les véritables défenseurs de la souveraineté congolaise depuis plus de 60 ans. La déclassification des documents de la CIA a permis de connaître le montant même qui avait été versé à Joseph Désiré Mobutu pour assassiner Lumumba. La CIA a déclassifié les documents. On avait donné 250 000 $ à Mobutu pour qu'il assassine Lumumba, parce que Lumumba voulait que les ressources faramineuses du Congo servent au développement du Congo et de l'Afrique. L'Union européenne, son soutien au Rwanda et à l'Ouganda contre la République démocratique du Congo ne se cache pas. L'accord existe. Comment peut-on comprendre que une trentaine de pays européens
signe avec le Rwanda, qui ne possède rien dans son sous-sol de comparable, un accord dans l'exploitation des ressources minières qui appartiennent à la République démocratique du Congo. Comment pouvez-vous comprendre cela? Que ce soit en logique, en droit, ou quel que soit le domaine sensé dans lequel vous vous situez. Comment l'Union européenne peut-elle négocier les ressources minières qui n'appartiennent pas au Rwanda avec le Rwanda, si ce n'est la reconnaissance explicite de son soutien au terrorisme rwandais contre le peuple congolais? C'est pas compliqué. Quant à Félix Tshisekedi et à Joseph Kabila, leur implication dans la déstabilisation du Congo ne fait l'homme d'aucun doute. Pourquoi? Commençons par Tshisekedi. Tshisekedi, tout en faisant semblant de lutter pour sortir le Congo de l'impasse dans lequel il se trouve, Tshisekedi en fait a décidé de brader encore davantage le Congo que Joseph Kabila ne l'a fait, ou que Kagame ne l'a fait. Tshisekedi est dans une rivalité avec Kabila et Kagame afin d'être celui qui vend mieux, c'est-à-dire celui qui vend moins cher, plus moins cher encore le Congo, aux puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. C'est une rivalité des vassaux. Entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Paul Kagame, il n'y a qu'une rivalité des vassaux de l'OTAN. Chacun rivalisant d'adresse pour que l'OTAN lui fasse confiance. On ne peut pas comprendre que Tshisekedi croit pouvoir libérer le Congo en allant chercher la paix du Congo entre les mains de la puissance qui a organisé la guerre du Congo. La puissance qui a organisé l'élimination de Lumumba. La puissance qui a organisé l'élimination de Kabila. La puissance qui a armé Kagame pour attaquer le Congo. Cette puissance ne peut pas donner la paix au Congo. Car la paix au Congo signifie l'augmentation du coût des matières premières stratégiques et par conséquent la baisse du rendement pour les multinationales occidentales, les multinationales américaines, anglaises, etc. Voilà pourquoi, dans la logique de l'impérialisme américain et occidental, le seul accord possible est celui qui permet à cet impérialisme de contrôler encore plus puissamment les ressources du Congo. Et c'est cela qu'on trouve dans le chapitre 6 de cet accord, consacré à ce qu'ils ont appelé le cadre d'intégration économique régionale. C'est une immense arnaque. C'est un vol à ciel ouvert. Je vais vous le démontrer. Donc, je viens de vous donner la deuxième raison pour laquelle je ne crois pas en cet accord. Parce qu'en fait, les véritables fauteurs de troubles, ceux qui sont à l'origine de la guerre que le peuple congolais subit, des millions de morts que le peuple congolais a payés, ce sont ceux-là qui prétendent lui donner la paix. Comment? En l'étranglant mieux. Ils conditionnent la paix aux Congolais par une dépossession totale de leurs richesses. Congolaises, Congolais, dit en quelque sorte cet accord, vous vivrez en paix si vous acceptez que c'est nous qui partagions vos richesses. Si vous acceptez la régionalisation de vos richesses, la mondialisation de vos richesses, à ce moment vous vivrez en paix comme étant des subalternes sur votre propre terre. L'accord que je viens de vous lire dit in fine ceci: les richesses du Congo seront d'abord partagées par les États-Unis, ensuite partagées par la région d'Afrique de l'Est, et enfin partagées par la République démocratique du Congo.